Dire qu'on ne présente pas, je ne sais pas, ça fait que 14 ans que je viens au Maroc, et vous dire surtout que c'est vraiment avec une très grande émotion, une très grande joie que je suis aujourd'hui, j'allais dire un petit peu pour, pas parrainer, ce mot n'est pas bon, mais pour vous accompagner dans cette création de la société marocaine de neurologie pédiatrique, que nous appelions de tous nos voeux, vous d'abord, mais nous aussi, et c'est très très important, pour pouvoir faire des jumelages avec la société de neuropédiatrie française. C'est clair que être pédiatre, c'est s'occuper d'enfants, ça c'est la palissade, mais être pédiatre, c'est s'occuper des enfants les plus vulnérables, et ça c'est vraiment l'objectif de la neurologie pédiatrique. Et puis je dirais, bien sûr, on est entre nous, que c'est la plus belle des spécialités. Vous rappelez que ça représente, lorsqu'on prend les chiffres de patients suivis en affection longue durée d'enfants de moins de 18 ans, c'est 45% des problèmes chroniques de l'enfant, contrairement à 11% pour les problèmes respiratoires, 9% pour les problèmes cardiaques et 5% pour les cancers. On parle beaucoup plus des enfants porteurs de cancer que des enfants porteurs de handicap, et je crois qu'on est tous là pour militer et défendre ceci. Alors, la chance aussi de la neurologie pédiatrique, c'est qu'on est nombreux, vous êtes très nombreux, et vraiment j'en suis ravie. Et puis qu'on a un panel aussi, quelques sur-spécialités pédiatriques. Il y a finalement 1, 2 ou 3 maladies. Nous, c'est un monde entier qui est devant nous, que ce soit des maladies du système nerveux central, des maladies du système nerveux périphérique, des maladies globales, des maladies comportementales. Tout ce champ est ouvert devant nous et nous avons énormément de choses à faire, ce qui fait qu'on ne va pas se battre. Chacun a sa place et on ne sera pas là à défendre chacun son petit précaré, mais au contraire à travailler en complémentarité. Alors, ce matin, vous m'avez demandé de vous traiter du syndrome de Guillain-Barré. Donc, vous l'avez compris, la neurologie pédiatrique aussi, je crois que c'est, il faut le dire, tant pis pour les autres, c'est quand même l'une des spécialités où la clinique reste reine. Peut-être parce qu'on a moins de choses, en particulier au niveau thérapeutique, mais il faut partir de la clinique est toujours la clinique. Et cette clinique, finalement, elle a déjà été décrite, on n'a pas grand-chose, il y a quelques syndromes qui sortent, mais elle a été décrite. Et s'il vous plaît, et ça c'est pour les plus jeunes, ne prenez pas PubMed pour étudier la clinique, parce que les 10 dernières années, toutes ces pathologies, vous n'aurez que la biologie moléculaire, vous n'aurez que l'IRM à Auchan, vous n'aurez que l'exploration de l'EG par le spectre EG, et vous n'aurez pas les signes cliniques. Prenez les traités. Donc le syndrome de Guillain-Barré, en fait, il a été décrit en 1916. En 1916, il n'y avait ni mesure d'anticorps, ni électromyogramme. Il y avait quand même, ce qui a permis d'avancer dans la grande école neurologique, il y avait les études neuropathologiques qui ont permis aussi de mieux appréhender les problèmes. Et puis vous voyez, ça c'est l'histoire de la médecine, ils étaient 3 au départ, ils sont plus que 2, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y en a un qui a disparu. Je ne veux pas prendre parti parce que je ne connais pas bien cette histoire, mais je me suis dit que j'irais un peu retrouver pourquoi M. Stoll a disparu de ce syndrome. Donc ce syndrome, c'est quelque chose où on nous dit que c'est rare. 0,4 pour 100 000 chez l'enfant par an. C'est rare, mais une impression qui est aussi pour toutes les maladies neuro-inflammatoires, c'est qu'actuellement, on a, et ça c'est, je ne suis pas spécialiste dans l'immunité, mais avec la disparition, la très grande diminution des maladies infectieuses, causées par un agent bactérien, on voit émerger toutes ces pathologies de l'auto-immunité, et que ce soit au niveau de nos amis gastropédiatres nous le disent bien, nos amis rhumatologues nous le disent bien. Et c'est vrai qu'en neurologie pédiatrique, on a aussi des maladies qu'on peut-être on identifie mieux, comme par exemple les encéphalites limbiques, qu'on ne connaissait pas avant. On a beaucoup plus actuellement d'ADEM et de sclérose en plaques. Et puis, on a beaucoup plus aussi de myélite et de polyradiculonévrite. Donc ça, avec la disparition, par contre, on a beaucoup moins de méningites bactériennes prouvées. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est connu et il y a des très grandes théories au niveau de l'immunité du soi et du non-soi qui permettent d'approcher, d'expliquer pas encore, mais d'approcher tout ce revirement épidémiologique. Mais c'est ça aussi qui est intéressant,
c'est que ce qu'on a appris il y a 30 ans, eh ben, ça change aussi en fonction de l'écologie naturelle et de ce qui l'environnement de l'enfant. Donc c'est la cause la plus fréquente, c'est rare avant 2 ans, et ça aussi, dogme. Attention, ça peut être chez le plus jeune, mais également, je vous montrerai un exemple à la fin, un Guillain-Barré chez un très très jeune enfant, moins d'1 an, peut-être faut-il chercher autre chose. Donc désordre auto-immun, avec production d'anticorps dirigés contre les protéines antigéniques des nerfs périphériques, donc qui vont être dirigés contre la myéline, qui vont être dirigés contre l'axone. Donc la forme la plus fréquente, la forme démyélinisante, qui va entraîner, je vous montrerai tout à l'heure un schéma, donc avec une démyélinisation, une infiltration de lymphocytes et de macrophages. Et puis une forme axonale, là aussi on va retrouver donc ce mécanisme auto-immun déclenché par une parenté antigénique, et c'est par exemple pour le campylobacter, donc avec des antigènes qui sont très proches des antigènes des gangliosides, des gangliosides membranaires, et du coup on va avoir une sécrétion, une fabrication d'anticorps antigangliosides qui, eux, ne vont rien comprendre, au lieu d'aller contre le campylobacter, vont aller se loger en particulier au niveau des nœuds de Ranvier. Alors, bon, on voit rien, mais c'est pas grave. Simplement, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille vraiment cette dernière revue sur le Guillain-Barré, qui reprend toutes les hypothèses, qui est très claire, qui est une revue qui fait 5 pages, mais qui est très 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 didactique, et qui reprend toutes les avancées, qui vous montrent bien que ces anticorps qu'on va retrouver sont en fait très spécifiques de la trame clinique qu'on va observer, et c'est pas un élément nouveau, c'est pas une découverte, c'est une explication à ce qu'on connaissait. Il y avait 75% de formes démyélinisantes, effectivement c'est les anticorps anti-GM1. Il y avait 10% de forme axonale, c'est aussi d'autres anticorps avec GM1, GM2, et puis la forme de Miller-Fisher, il y a vraiment un anticorps très spécifique. Donc finalement, les avancées ne font pas changer ne font pas, j'allais dire, changer totalement notre diagnostic clinique, on est face à un enfant, mais nous permettent de comprendre et puis bien sûr, on espère de mieux traiter. Alors ici, là aussi, un article très récent d'un japonais absolument fabuleux. J'ai eu la chance de l'écouter faire une conférence d'1h30 sur le Guillain-Barré, exceptionnel, parce qu'alors lui, il connaît tout, et puis il travaille dessus, et il fabrique des petits lapins. Et il y a des petits lapins qui vont bien, et puis des petits lapins qui ont des Guillain-Barré, et puis il a même fabriqué des petits lapins génétiquement modifiés qui sont capables de produire ces anticorps de Guillain-Barré, et ça c'est pour tester bien sûr les traitements. Et donc il vous démontre tout ça d'une façon extraordinaire. Il est tellement fou de ces lapins qu'il a toujours, je vous le dis, si jamais vous le rencontrez dans un congrès, on le reconnaît facilement parce qu'il s'est fait faire des chemises avec des petits lapins dessus, et il a toujours la même chemise qu'il propose et d'ailleurs qu'il montre dans sa communication. Donc, vous voyez un type vraiment passionné qui va au bout de ses explications. Alors, comme les gens très passionnés qui connaissent parfaitement bien leur sujet, il fait des schémas extrêmement clairs. Donc je lui ai emprunté, vous le retrouvez dans le New England Journal of Medicine. Donc vous voyez bien ces anticorps, donc la production de ces antigènes qui vont bien sûr arriver après une infection virale. On le sait, il y a toujours des prodromes, mais c'est une infection virale. Dans la forme démyélinisante, il va y avoir donc une attaque et une formation de ces antigènes anticorps au niveau de la myéline, qui va activer le complexe d'attaque membranaire, très important, parce que vous savez qu'il y a des nouveaux médicaments qui sont en train d'arriver et qui peuvent inhiber le complexe d'attaque membranaire. Je vous rappelle que c'est par exemple celui-là qui est principalement impliqué dans les syndromes hémolytiques et urémiques de l'enfant, avec un nouveau médicament qui est en train de sortir. Donc vous voyez, la connaissance immunologique va nous permettre, une fois qu'on connaît le mécanisme, de voir les approches thérapeutiques et de croiser. C'est finalement les néphrologues qui nous disent, qui nous cruent, qui vont nous aider à traiter nos enfants qui ont des anomalies neurologiques et vice-versa. Donc cette myéline qui va être à ce moment-là, il va y avoir une lyse, en fait le complexe d'attaque membranaire va entraîner une lyse et un appel d'eau au niveau des cellules, en particulier des cellules de Schwann. Il va y avoir des vacuoles, rupture de la myéline, et là vous allez arriver avec une invasion macrophage, et vous allez arriver à votre forme démyélinisante et les signes cliniques qui apparaissent. Donc ça, finalement, ça va se fabriquer entre le moment de l'infection virale
Et puis vous êtes là, hein, vous ne savez pas ce qui se passe ici, mais vous arrivez ici et vous avez compris qu'il s'était passé tout ça juste avant. Dans la forme axonale, il va se passer exactement la même chose, mais ça va être plus les nœuds ranviers. Et là, ce sont des anticorps donc très spécifiques. On va voir après certaines infections et le campylobacter en particulier, où on va avoir une synthèse d'anticorps anti-GM1 et anticorps anti-GD1, et pareil, avec une atteinte initialement axonale, donc du nœud de Ranvier et de tout l'environnement du nœud de Ranvier, et secondairement, on va avoir toujours cette activation du complexe d'attaque membranaire, et à ce moment-là, cette lésion de la myéline et une forme au départ axonale qui va entraîner aussi une destruction de la myéline et donc les signes cliniques vont apparaître. Alors ceci est quand même très très important parce que ça nous permet non seulement d'expliquer les signes qu'on voit, mais ça va aussi bien orienter et peut-être des traitements qui étaient un petit peu empiriques tels que les immunoglobulines ou les plasmaphéreses, on comprend mieux justement leur mode d'action et leur efficacité. Alors pour revenir à la clinique, c'est plus l'hiver. C'est le moment des infections virales, donc tous les virus, on reparlera en fin d'exposé du cytomégalovirus. La question, on l'a déjà dit pour l'épilepsie, donc très à la mode, très franco-français, puisque vous savez que tout ce qui est lié au vaccin est porté maintenant devant nos tribunaux. Là, c'est maintenant la médecine face aux législateurs. C'est une drôle de médecine, mais c'est celle qu'on vit actuellement. Et cette médecine, on lui dit, vous avez vacciné l'enfant, donc c'est pour ça qu'il a une myélite ou un Guillain-Barré. Alors, ça n'a jamais été observé des très grandes études avec des vaccins comme tétanos, polio, rougeole. Et la dernière question après l'épidémie de grippe qu'il y a eu donc, il y a 3 ans, c'est finalement est-ce que le vaccin donne un Guillain-Barré, et donc si c'est le vaccin, puisque vous savez qu'on a demandé de vacciner l'ensemble de la population, ça n'a pas du tout été fait, ça a été un échec, en particulier du fait des rumeurs liées à ce risque. Et donc les personnes qui étaient vaccinées, qui faisaient un Guillain-Barré, disaient que c'était parce que et du coup, évidemment, indemnité égale financement. Hein, c'est la seule indemnité que les gens reconnaissent. Donc il y a eu des grandes études et en même temps, heureusement, les autorités de santé avaient prévu de faire un vrai registre épidémiologique de l'ensemble des Guillain-Barré en France lors de cette épidémie. Il est très clair qu'il y a eu des Guillain-Barré, beaucoup plus chez les gens qui ont eu une grippe naturelle qu'après le vaccin. Donc, il n'y a aucun lien entre le vaccin antigrippal et l'apparition de Guillain-Barré, et comme d'autres, je ne parlerai pas de l'hépatite B, qui aussi a été accusée en son temps. Et ça aussi, le débat, je répète, franco-français, vous allez en Italie, il n'y a eu absolument pas le même débat, alors que c'est exactement la même population entre la France et l'Italie. Alors, la clinique, donc, déficit moteur au départ distal. L'enfant va se plaindre surtout au niveau des membres inférieurs et plutôt des extrémités. Donc, c'est les pieds. Il a mal aux pieds et d'autant plus qu'il est petit, il va refuser de marcher. Donc, ces douleurs peuvent être prévalentes et commencer, voire des paresthésies, mais des douleurs à type de brûlure qui commencent. Et puis, parfois, une atteinte bulbaire où là, il faudra aller très vite puisque c'est ça qui fait la gravité de la maladie. Donc on a la première phase que vous connaissez, la faiblesse des membres inférieurs, revenir quand même sur cette notion de douleur et qui va entraîner ce refus de marche et savoir analyser, comme toujours en clinique, pourquoi cet enfant ne marche pas. Un enfant, s'il a mal, s'arrête. La première attitude antalgique, c'est arrête la marche. Il a très bien compris que dès qu'on le met debout, ça lui fait mal, donc il ne se met pas debout. C'est aussi simple que ça, mais malheureusement, les médecins vont toujours chercher d'autres choses que de voir l'évidence. Et ils vont chercher en particulier des causes orthopédiques, et on a tous connu des enfants qui avaient un réel Guillain-Barré qui étaient mis en extension avec une suspicion de hanche qui était fausse. En soi, c'est pas très très grave, enfin, sauf que c'est pas très agréable d'être en extension si on a un Guillain-Barré parce qu'on ne supporte pas la douleur, donc vous imaginez ce qui se passe. Et puis surtout, il n'y a pas du tout la même surveillance, et donc il y a eu quelques enfants qui sont retrouvés en réanimation, voire des complications plus graves. Les réflexes absents, mais attention, l'hyporéflexie, la réflexie n'est pas toujours présente au départ. Et l'un des signes, et moi j'insiste, j'aurais dû le mettre en rouge, en gras et en énorme, l'un des signes cliniques, c'est la douleur à l'élongation des membres inférieurs. Lorsque vous êtes examiné cet enfant, il a une inflammation des racines.
en particulier au niveau des membres inférieurs. Vous n'arrivez pas, il a une attitude spontanée avec les jambes un petit peu fléchies, il ne veut pas se mettre debout, c'est pas du tout la hanche. Vous essayez d'étendre ses membres inférieurs, il hurle et il vous injurie, il a raison, parce qu'il a très mal et vous lui faites mal. Donc ça, c'est encore plus de valeur que la réflexie initialement. Puis, vous savez, donc ça a été voilà, la façon ascendante, donc ça va remonter le tronc, les membres, parfois les paires crâniennes, les paresthésies. Attention, elles sont très fréquentes, elles sont très mal évaluées, très difficiles à traiter. Donc au niveau des extrémités, des enfants qui ne supportent même pas le poids du drap, qui sont dans leur lit et qui se paraissent totalement paralysés. La dernière petite fille qu'on a eue, on m'a dit, oh là là, elle a eu tétraplégie, en fait pas du tout. Elle n'avait pratiquement pas de déficit moteur, mais elle ne bougeait pas. Elle refusait de bouger tellement le moindre mouvement lui faisait mal. Donc il peut y avoir vraiment des douleurs. C'est une inflammation des racines nerveuses. Hein. Pensez bien ça, ce sont des douleurs neuropathiques. Et par contre, évidemment, gros diagnostic différentiel, pas de niveau sensitif. Il peut y avoir aussi, et ça c'est un peu le piège, il faut le savoir, des signes de dysautonomie avec une rétention urinaire. La rétention urinaire existe dans le Guillain-Barré. C'est un signe de dysautonomie, donc c'est un signe de gravité, et ça permet, et ce n'est pas uniquement dans les myélites qu'il peut y avoir un globe. Donc les autres signes que vous recherchez, tachycardie, perspiration. Le risque respiratoire dans cette phase, il est majeur, et c'est vraiment le moment où il faut surveiller l'enfant, parce que en quelques heures, il peut avoir besoin de la réanimation, il ne faut pas être loin. Bon, le décès est possible, mais actuellement, il est très rare avec les systèmes de surveillance, de soins intensifs et de prise en charge immédiate. Donc les plateaux, on va revoir un petit schéma entre 10 et 14 jours, très variable. Alors dans la phase 3, pratiquement plus de risque respiratoire. Si vous arrivez que votre enfant, il a le même tableau clinique que la veille et la même que l'avant-veille, vous êtes sur le plateau, vous pouvez déjà être plus rassurant, réautoriser l'alimentation, enfin bien sûr à la condition qu'il n'y ait pas de signes douleurs qui persistent. Et vous savez que les choses vont s'améliorer avec la récupération, parfois très précoce, parfois plus tardive, entre 2 et 6 mois. Donc il faut savoir être patient aussi. Et ça, c'est aussi très important. Le Guillain-Barré, c'est pas une histoire de quelques jours, ça peut être une histoire de quelques semaines, voire de mois, avec une récupération sur le long terme. Voilà, donc risque majeur, phase de début. Là, phase 1, phase 2, risque majeur de risque respiratoire. Ici, on s'en éloigne, ici, plus jamais. Donc ça, c'est aussi très important de bien expliquer aux parents que ces phases peuvent être très variables et que les choses, la plupart du temps, ça va très vite,